Bonjour et bienvenue chez l'étudiant en droit. Aujourd'hui, nous étudierons les lois fondamentales du royaume chez les Capétiens. Par opposition aux lois du roi qui sont des lois ordinaires que le prince peut modifier à sa guise, les lois fondamentales du royaume sont des règles immuables qui s'imposent même au roi. Ces lois fondamentales ont vocation à régir deux domaines particuliers, la succession royale et la continuité de l'État. Grand 1, les lois applicables à la succession royale. Grand A, le principe de primogéniture mâle par les mâles. La succession royale se fait par primogéniture de mâle en mâle. Plus simplement, cela signifie que celui qui hérite de la couronne, c'est le premier enfant mâle né, et que la royauté ne peut se transmettre qu'entre individus mâles. Cette règle n'a pas posé beaucoup de difficultés chez les premiers rois capétiens, puisque chaque roi a toujours eu un héritier mâle. C'est ce que l'on a appelé le miracle capétien. Cependant, ce miracle prend fin lors du décès de Louis X en 1316. Pour éviter que la couronne passe aux mains du roi d'Angleterre, ce principe a permis aux frères de Louis X de conserver la royauté en France. Il en ressort que le principe de primogéniture mâle par les mâles constitue le cœur des lois fondamentales du royaume. Ce principe de masculinité visait donc à exclure les femmes de cette succession afin de contrôler la transmission de la couronne. En effet, beaucoup de contemporains craignaient qu'une femme ne transmette la couronne de France par un mariage conclu avec un souverain étranger. Pour justifier cette exclusion, le moine de Saint-Denis Richard Lescaut se fonde sur la loi salique qui dispose que les femmes sont exclues de la succession à la terre des ancêtres. Cependant, Lescaut utilise ici une règle de droit privé pour fonder un principe de droit public. Grand B, le principe d'indisponibilité de la couronne. L'élément déclencheur de ce principe, c'est la signature du traité de Troyes en 1420. Ce traité est signé en pleine guerre de 100 ans par le roi Charles VI, dit le Fol. Dans ce traité de Troyes, le roi écarte son propre fils, héritier légitime du trône, de la succession royale pour donner la couronne au roi anglais Henri V, par le biais d'un mariage entre celui-ci et la fille du roi de France, la princesse Catherine. Avant même la signature de ce traité, en 1419, Jean de Terre-Vermeille, avocat du roi à Nîmes, publie l'ouvrage « Traité des droits du successeur légitime aux héritages royaux » afin d'invalider le traité de Troyes. Jean de Terre-Vermeille affirme que les règles liées à la succession royale proviennent de la coutume et ne peuvent être changées par la volonté individuelle, y compris celle du roi. Ainsi, la succession à la couronne n'est pas une succession héréditaire et patrimoniale de droit privé, puisque l'héritier ne peut pas être désigné par la seule volonté du défunt. Le roi n'est qu'un gardien de la couronne et ne peut pas en disposer, c'est-à-dire la transmettre à son gré. C'est le principe d'indisponibilité de la couronne de France qui permet à Jean de Terre-Vermeille d'affirmer que le dauphin est un héritier nécessaire. Il ressort 4 conséquences du principe d'indisponibilité de la couronne. Tout d'abord, le dauphin a vocation à devenir roi. Deuxièmement, le traité de Troyes est nul de plein droit, et le roi ne peut disposer de la couronne. Enfin, le successeur au trône n'est pas juridiquement lié par les obligations de son prédécesseur. Grand 2, le principe de continuité de l'État. Grand A, le principe de continuité. Dans la conception traditionnelle de la royauté, c'est le sacre qui fait le roi, comme nous l'avons déjà étudié à de multiples reprises dans cette série de vidéos. Cependant, en 1374, un édit de Charles V fixe la majorité à 13 ans révolus, ce qui fait que le fils aîné du roi a vocation à régner au premier jour de sa 14e année sans que le sacre soit nécessaire. Ainsi, le sacre perd alors son caractère constituant. 2 ordonnances prises par Charles VI en 1403 et en 1406 complètent ce principe de continuité de la couronne. Désormais, l'héritier légitime doit être considéré comme roi dès la mort de son prédécesseur, sans attendre la condition de majorité fixée sous Charles V. Ce principe se retrouve notamment consacré par l'adage « Le roi est mort, vive le roi ». Grand B, le principe d'inaliénabilité du domaine royal. Le domaine royal est plus restreint que le royaume. C'est le domaine qui dépend directement de la seigneurie du roi que nous pouvons ici voir en bleu sous le règne de Philippe Auguste. Les rois capétiens ont pris l'habitude d'aliéner, c'est-à-dire céder des terres à leurs fils puînés qui n'héritaient pas de la couronne. Philippe IV le Bel a perpétué cette tradition en consentant à de multiples aliénations domaniales. Son successeur, Philippe V dit le Long, décide d'endiguer le phénomène en prenant plusieurs ordonnances, entre 1316 et 1319, pour reconnaître le caractère abusif de ces aliénations. Désormais, ces aliénations domaniales sont révocables, à la condition qu'elles aient été faites sans motif valable. Sous le règne de Jean II, les États généraux sont convoqués et ceux-ci en profitent pour dénoncer le comportement des rois capétiens en matière domaniale. Son fils, Charles V, devenu roi en 1364, insère dans le serment du sacre une clause relative au principe d'inaliénabilité du domaine royal, sans pour autant que ce principe soit encore consacré. Charles VII, dans son ordonnance de 1425, appelée Loi ou Constitution générale du royaume, affirme ce principe selon lequel le roi n'est qu'un administrateur du royaume et n'en dispose pas comme d'un propriétaire.
Ce principe est si important qu'il se retrouve réitéré dans l'édit de Fontainebleau sous le règne de Louis XV, où est écrit que les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne. Néanmoins, ce principe d'inaliénabilité du domaine royal est tempéré par deux exceptions. Premièrement, l'apanage. Comme dit précédemment, les rois capétiens ont pris l'habitude d'attribuer des terres à leurs fils puînés qui n'héritaient pas de la couronne. Cette pratique, c'est l'apanage. Le mot d'apanage provient des mots latins ad panis, signifiant donner du pain. Cette pratique de l'apanage est néanmoins encadrée par plusieurs principes. Dès le XIIIe siècle, l'apanagiste n'a le droit de transmettre l'apanage qu'à ses héritiers en ligne directe. S'il n'a pas de descendants, alors l'apanage doit revenir à la couronne. De plus, quand bien même l'apanagiste dispose de droits importants sur ses terres, le véritable propriétaire reste le roi. C'est pourquoi, en matière de justice, le roi conserve la possibilité de connaître en dernier ressort de toutes les affaires jugées par son apanagiste. Deuxièmement, l'engagement pour nécessité de guerre. Cette pratique permet à la royauté de trouver des ressources financières supplémentaires en temps de guerre, en mettant en gage des biens du domaine contre une rémunération. Cependant, ces gages ne constituent pas des aliénations puisque l'engagement doit être effectué sous forme de lettres patentes, puis vérifié par le Parlement avant d'être enregistré. De plus, l'engagement est temporaire et assorti d'une clause de rachat perpétuelle. Conclusion. En conclusion, l'apparition des lois fondamentales du royaume a permis de consacrer des règles supérieures aux rois eux-mêmes qui doivent s'y soumettre. Ces règles préfigurent l'apparition d'une nouvelle entité politique, l'État, qui remplacera progressivement le royaume durant la Renaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à plus tard sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. Sachez que tous les liens des images utilisées se trouvent aussi dans la description. Si vous avez la moindre question ou commentaire, n'hésitez pas à la poster, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Nous prêtons une attention toute particulière à vos remarques, comme le prouve le changement de musique dans cette vidéo.